Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre magazine de prédilection Kiosque. Après plusieurs mois à l'intérieur de la République démocratique du Congo, nous sommes venus pour vous tenir compagnie en vue de vous présenter votre magazine Kiosque. Kiosque de ce jour va donc plancher sur cette interdiction des 82 candidats aux législatives invalidés pour fraude, violence, corruption et détention de machines à voter. La décision du procureur près de la Cour de cassation est donc tombée. En attendant, la Cour de cassation attend de la Commission électorale nationale indépendante des rapports pour instruction. Ensuite, nous allons analyser et aborder ces communiqués du parti politique AJPC de la sénatrice Carole Aguito qui menace d'assigner Éric Makango à justice pour diffamation. Carole Aguito ne parvient pas à comprendre l'acharnement dont M. Éric Makango fait montre à son égard. Voilà, c'est des sujets qui vont donc constituer l'ossature de cette émission Kiosque. Kiosque de ce jour et soir, dans son numéro, un habitué de cette émission. Il s'agit donc de Joseph Kongolo. Joseph Kongolo, bonjour. Bonjour Eddy, bonjour à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs de Kiosque. Je voudrais vous souhaiter les vœux les meilleurs pour l'année nouvelle qui commence 2024. Prospérité, santé, victoire et succès pour vous, vos affaires, votre famille, ainsi que toutes vos entreprises. Merci beaucoup Eddy pour cette invitation. Très bien. En face de Joseph Kongolo, Kiosque reçoit donc Monsieur Roger Monengele. Bonjour Roger. Oui, bonjour Eddy. Et toi qui viens de passer tout un périple au nord du pays et en Ouganda, j'ai été suivi de près. Je pense que tout s'est bien passé là-bas. Ouais, oui. Oui, j'en profite également pour présenter mes vœux de bonne santé, de succès, etc. à tout le monde, à tous les citoyens congolais et à ma famille, à mes enfants, à ma mère qui est à Makanza. Bonne année à tous. Isaac, vous êtes les bienvenus sur Kiosque. Merci Eddy Kabea. Je profite de la même occasion aussi pour souhaiter mes vœux les meilleurs à M. Julien Paluku Kahungia, le ministre de l'Industrie. Je profite aussi à saluer et à souhaiter mes meilleurs vœux à mon beau-frère Fiyun Dodoboni, président du parti politique Orange, et puis à tout ce qui s'intéresse, à tout le monde qui s'intéresse au magazine Kiosque, et particulièrement aussi à mon cousin Jérôme Zabi, au colonel Somon et tout là. Merci. Très bien. Monsieur Joseph Kongolo, je commence ce tour de table avec vous. Le 82 candidats invalidés par la Commission électorale nationale indépendante sont interdits de quitter les sols congolais. Une décision du procureur près la Cour de cassation. Comment interprétez-vous cette problématique? Je suis d'abord heureux, personnellement, de voir qu'après 32 ans de dictature, Oui. après 18 ans de confusion, 5 ans de tentative de refondation de l'État, je pense que l'étape qu'on est en train d'inaugurer, c'est une étape véritable de refondation de l'État, là où les antivaleurs, telles que la fraude, la corruption, le vandalisme et tout ce qui apparente à ce genre d'actes doivent être punis sévèrement pour que le Congo de demain soit un Congo véritablement, un Congo de droit, ça veut dire un État de droit. Donc c'est un chemin difficile. Je sais que tous ceux qui appelaient à un État de droit, ils n'en ont pas encore vu. Et ça vient. Ça vient. Je crois que c'est un aspect assez important, n'est-ce pas, de l'évolution ou du chemin sur lequel nous sommes, qui est le chemin de refondation de l'État sur des bases solides, parce que la justice, c'est elle qui élève la nation. Je crois que, au-delà des cris des journalistes, Oui. doivent s'accompagner les actes des juges. Et cet acte va donner des leçons beaucoup plus fortes, peut-être que les cris des journalistes, parce qu'on en parle tous les jours. Jamais les gens ne veulent revenir, n'est-ce pas, des bons sentiments. Donc aujourd'hui, avec cet acte, et surtout si on arrive jusqu'au bout, parce qu'il ne suffit pas
de faire un effet d'annonce. Mais si on arrive jusqu'au bout, c'est-à-dire condamner sévèrement tous ceux-là qui ont trempé dans la tricherie, n'est-ce pas? Je pense que les élections de demain, la gestion, la gouvernance de demain, vont être de nouvelles gouvernances qui vont véritablement mener le pays au développement souhaité par tout le monde. Très bien. Je n'ai pas terminé. Je voudrais ajouter Oui. un autre élément. C'est que, Lequel? effectivement, c'est toujours autour des élections. Oui. C'est la publication bureau Par par bureau. bureau, n'est-ce pas, des résultats des élections. C'est d'ailleurs parmi les revendications de l'opposition et même de la société De civile. l'opposition et de la société civile. Oui. Je crois que c'est aussi un pas important dans l'amélioration de la gouvernance électorale dans notre pays. Je sais que ça ne sera pas parfait, Oui. mais au moins, on sait faire le traçage, n'est-ce pas, des voix de chacun et trouver ce qu'on appelle les écarts normaux, les écarts véritables. C'est-à-dire que, par exemple, en lieu et place de 90 voix, vous avez par exemple 88 voix, ce sont des écarts qui sont acceptables. Même dans le contexte d'argent à la banque, il y a toujours ce qu'on appelle une petite marge d'erreur qui existe, parce que nous sommes humains. Donc je pense qu'il y a aussi un pas considérable dans la marche vers une gouvernance consolidée, n'est-ce pas, du processus électoral dans notre pays. Roger Mondengele, la décision est donc tombée. Le procureur près la Cour de cassation a interdit aux députés invalidés par la CENI de quitter la République démocratique du Congo. Faudra-t-il admettre que cela laisse à penser que des poursuites judiciaires seraient engagées contre eux incessamment? Bon, mieux vaut tard que jamais. La décision ou l'annonce du procureur près la Cour de cassation est tombée en retard pendant que il y a eu déjà des menaces. On a vu un gouverneur répondant au nom de Ngobila en train de rassembler les gens sur Ngouma, brûler de pneus et pointer les paisibles citoyens le doigt aux paisibles citoyens. C'est une réaction épidermique. Oui, épidermique, mais il a demandé l'autorisation à qui? Si c'était Martin Fayoulou, on allait voir les biceps de la police nationale, la police professionnelle, comme vous le dites, mais on n'a pas vu cette police pour empêcher ces rassemblements de membres de l'ACP, du parti politique ACP. Qu'à cela ne tienne, la décision où le communiqué du procureur est tombé un peu en retard. Moi, des fois, ce qui m'étonne et ce qui m'intrigue dans ce pays, c'est quoi? En amont, on ne prend pas de décision. Oui. On a laissé les gens aller postuler, alors que ces gens-là n'avaient pas la qualité de postuler tout en étant des mandataires. On a laissé les soins au DG, au DGA, au ministre, alors qu'ils pouvaient démissionner, laisser les postes ministériels entre les mains des secrétaires généraux et ils pouvaient postuler. Les DG et les DGA allaient faire la même chose, même les gouverneurs. Mais on les a laissés postuler et ils venaient dans des villages, dans des centres de vote. Ils ont bâti campagne comme chez moi à Lukunga. On a vu Tony Mwab avec plus de 30 véhicules impressionnants, avec des cortèges impressionnants, avec des policiers, avec même des éléments de FRDC. Et ils ont impressionné tout le monde. Et c'était normal que les agents, les pauvres agents de la CENI ne pouvaient qu'avoir peur. Mais pourquoi les taxer de pauvres? Alors qu'est-ce qu'ils devront dire devant ces impressionnants matériels de l'État que ces gens-là ont promené avec? Donc c'est d'abord... Est-ce qu'il est interdit à un candidat député national de venir au centre de vote pour voter? Pas avec les biens de l'État. Avec les biens privés, oui, mais pas avec les biens de l'État. Pas avec les hommes de l'État, les policiers, tout ça. Vous venez avec plus de 10 policiers, une seule personne, vient avec les agents de l'ANER, comme j'ai suivi le cas de Carole Aguito à Bouta, au Bazouélé. Il vient avec des agents de l'ANER, les agents de la police nationale, de FRDC. Pourquoi elle-même pouvait avoir autant de gens? Non, je dois dire, oui, bon, maintenant, chez nous, on dit
On n'attrape pas les serpents par les ventres. Oui. On attrape les serpents par la tête. C'est ce qui a fait qu'il y ait tricherie. Donc on a laissé ces gens-là, les gens qui avaient le pouvoir de l'État, qui avaient la force publique de venir postuler. Je prends le cas de Peter Kazadi. Lui, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, lui qui est censé sécuriser les autres, il était lui-même candidat. Et au lieu de sécuriser les autres, il s'est sécurisé lui-même. Oh, voilà les combles. Comment? Voilà pourquoi on a assisté à des tricheries à cette hauteur-là, comme a dit le cardinal Ambongo, à un gigantesque désordre. C'est puisqu'on a laissé aux mandataires les soins de postuler sans démissionner. Et est-ce que la loi interdit aux mandataires? Vous le savez, je vais féliciter ici le professeur Émile Ngoï en 2011. Oui. Lui qui avait un poste justé, il était DG de l'OGFREM. Oui. Il a démissionné pour postuler avant de postuler. Et il a perdu son poste même. Vous voyez, un homme à féliciter, il est resté professeur d'université jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il est ambassadeur en France, de la RDC en France. Je le salue là où il est. En tout cas, qu'il continue comme ça. Et je salue en même temps le président de la CENI de l'époque, puisque le président de la CENI de l'époque, lui avait exigé de démissionner, comme il avait exigé aux autres. Mais aujourd'hui, Kadima a laissé tout le monde venir postuler comme ça, comme si l'État n'existait pas, comme si la loi n'existait pas, alors qu'il y a la loi électorale, il y a la Constitution. Qui interdit aux mandataires de postuler, tout en gardant leur poste. C'est la loi de l'incompatibilité. C'est incompatible de postuler et de garder son poste. Et c'est là où le problème a commencé. Et je demande au procureur général de la République de s'occuper des cas Kadima. C'est puisque c'est lui qui est auteur de cette barbarie que nous avons vécue pendant ces braquages électoraux. Très bien. Isaac, vous avez suivi l'argumentaire de Roger Bondengele. Faudra-t-il admettre aujourd'hui que la loi permet ou interdit plutôt aux mandataires et ministres de démissionner avant donc de postuler? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Mais ça, c'est constitutionnel, oui. Eddy. Donc, le mandat des députés est incompatible à certaines fonctions de l'État, telles que les mandataires publics, quoi encore, les conseillers, des agents plutôt, oui. Dans des organisations internationales et tout ça. On devait tenir à la loi. Mais avant d'aborder ce problème, permettez-moi, parce que ça c'est une émission très sérieuse, et on fait des analyses sur la manière dont le pays est géré. Avant d'aborder le problème électoral, laissez-moi revenir un peu parler d'un sujet oui. qui est très capital. Et ici, je m'adresse au chef de l'État, parce que nous avons vu le chef de l'État doter l'armée d'un hôpital moderne au Camp Tchatchi. Et lors de l'inauguration, le chef de l'État a dit que cet hôpital est pour les militaires, c'est pour soigner les militaires. Il a placé des scanners, de matériel orthopédique et tout ce qui est nécessaire pour recevoir des soins de qualité sans pouvoir aller en Europe a été installé dans cet hôpital. Et le chef de l'État a dit c'est pour soigner les militaires. Mais regardez ce qui est choquant, parce que nous sommes journalistes. Quand ça ne marche pas, et les militaires aussi, ou les policiers, viennent nous donner des rapports. Il dit, aidez-nous, parler de ces sujets à la télévision, ça arrivera à l'oreille du chef de l'État, il pourra intervenir là-dessus. Comment pouvez-vous comprendre qu'un colonel qui est malade, qui va à l'hôpital militaire pour se faire soigner, il doit passer des examens de scanner et tout là, on lui demande 150 $. Alors qu'il a un salaire de 320 000 francs congolais. Donc, le frais qu'on lui demande, le frais pour sa santé, est même supérieur à son salaire. Alors que cet hôpital, le chef de l'État l'a construit, l'a donné à l'armée pour soigner les militaires. Les militaires sont soignés par l'État, par l'armée. Et ce qui est choquant, à l'hôpital de Camp Tchatchi, seuls les JR sont soignés gratuits. Garde républicaine. Donc, quand vous n'êtes pas de cette unité, vous venez pour vous faire soigner, on vous demande l'argent. Là, il y a un problème. Il faut qu'on arrête ça. Il faut que le chef de l'État intervienne.
Quand les militaires de JR vont pour se faire soigner au camp Kokolo, on ne leur dit pas parce que vous êtes de la JR, on ne peut pas vous soigner, vous devez payer. Non. Camp Kokolo soigne tous les militaires, y compris les policiers. Mais revenez maintenant à la question. C'est la même chose avec l'hôpital. C'est bien dit. Avec l'hôpital militaire de Côte. C'est bien dit. Et je demande au chef de l'État d'intervenir et d'arrêter. Parlons un peu du retombé. Tous les militaires. Les retombées de l'invalidation. Ça, c'est un problème sérieux. D'ailleurs, je dirais ceci. Tout ça, c'est parce que, au départ, tout est mal parti. Comment ça? Tout est mal parti. Par exemple, nous n'avons pas une loi électorale qui puisse sécuriser les élections, ni permettre au pays d'avoir des hommes sérieux. Je vais vous dire une chose. Je pourrais même suggérer, dans l'avenir, avant que la CENI publie la liste définitive des candidats, la liste doit être soumise à la publicité comme ça se fait à la commune quand deux personnes veulent se marier. On affiche, on dit si quelqu'un connaît un problème qui puisse permettre à l'officier de l'état civil de ne pas contracter ce mariage. Mais quand, comme l'a dit M. Joseph Kongolo, que la CENI a publié bureau de vote par bureau de vote. Non, je ne suis même pas encore arrivé là. Oui. Je suis en train de parler de la base. Oui. D'abord, la qualité des candidats qu'on a eu. Par exemple, il faut que... Vous faites allusion à l'homme, en fait. Je fais allusion aux critères d'intégrité, de moralité, avant que quelqu'un soit député. Et vous proposez quels critères, par exemple? Par exemple, bon, on dira fumeur de chambre ou quoi là, c'est la vie privée des gens. Hein. Pour moi, un fumeur de chambre, la tête n'est plus bien. Un fumeur de chambre, un immoral, quelqu'un qui est insolvable dans la société, quelqu'un qui fait des mal aux gens. Je vais vous donner un exemple, excusez-moi. Un monsieur comme Steve Mbikaï, parce que tu es député, quelqu'un vient travailler chez vous, vous ne voulez pas le payer parce que vous êtes député, il n'y a pas un tribunal où on peut vous accuser. Des personnes comme ça ne peuvent pas être candidats. Non, il faut pas citer le nom des gens comme ça. Ça c'est un exemple sérieux, c'est la pédagogie, les gens doivent comprendre. Oui. Quand vous êtes député, quelqu'un vient travailler chez vous, à la fin du mois, vous devez le payer. Donc si vous ne payez pas quelqu'un qui vous a rendu un service, parce que vous êtes député, vous jouissez d'immunité parlementaire, on ne peut pas vous juger. Et cette personne-là vous voit au Parlement, c'est un problème. Donc, si déjà la CENI, dans la prochaine législature par exemple, on dit à partir d'aujourd'hui, avant qu'on maintienne la liste définitive des candidatures, elles doivent être soumises à la publicité. Si vous connaissez que ce monsieur, c'est un violeur, il est toujours, non, par exemple, ils abusent de vie de petites filles au quartier et tout là. Il est insolvable. On doit donner des critères. On ne peut pas avoir au Parlement des gens immoraux. Par exemple, moi, je vous dis, si dans la prochaine législature, avant d'admettre les candidatures, c'est-à-dire de gens, on publie ça pendant 3 semaines. Si vous connaissez un cas qui puisse permettre à ce qu'un candidat soit invalidé, vous apportez le problème à la CENI. Comme ça, les personnes immorales ne pourront pas passer. Mais comment moi je peux supporter... Mais quand vous parlez de personnes immorales, vous faites... La tricherie, c'est un acte immoral. Et la fraude, c'est immoral. Quelqu'un qui est prêt à tricher, à frauder, il est immoral, il ne peut pas tricher. On ne peut pas construire le pays avec les personnes comme ça. Bon, c'est comme qui dirait... La première décision du procureur général, je l'appuie. Ils ne doivent pas quitter le pays, mais ça, ce n'est qu'un pas. On ne doit pas se limiter à ceux qui ne quittent pas le pays. Moi, en tant que Congolais, j'ai voté pour le président Félix Tshisekedi pour le changement. Oui. Nous voulons changer le changement. Nous voulons sentir le changement vers un véritable état de droit. Oui. Je m'attends à ce que ce scandale électoral puisse aboutir à un procès. Il faut que ces députés, bon, et je ne sais pas, on dit 82, c'est pas encore fini. Non, si c'est pas encore fini, la CENI ne pouvait pas aller vite en besoin, aller publier ça. Il devait terminer ce travail. Moi, je suppose que c'est déjà terminé. Mais il y a des enquêtes en cours pour voir... Mais il fallait attendre jusqu'à la fin de l'enquête et publier une fois pour toutes. Parce que quand j'ai suivi le député Léon Nembaleba, il a cité des noms de certaines personnes qu'on ne retrouve pas sur la liste. Donc il y a déjà un problème. Et nous avons aussi vu
Quand mais il y a une autre liste en téléchargement. Quand mon frère parle ici des autorités qui se promènent avec toute une panoplie de militaires, il y a un problème. Il y a un problème. Il dit, est-ce que ce pays est un pays en guerre? Est-ce que ce pays est un pays en guerre? Comment nous pouvons comprendre que dans un pays qui est en guerre, dans le nord Kivu, Ituri là-bas, il y a des endroits où il n'y a pas de militaires, des endroits où il n'y a pas de policiers, vous venez de là, et on donne 10 personnes pour surveiller, pour assurer la sécurité d'une personne, d'un individu. Là, il y a un problème. Donc, je vais citer en disant ceci. Ça ne doit pas se limiter seulement à leur dire qu'ils ne peuvent pas quitter le pays. Nous attendons un procès. Et le corrupteur et les corrompus doivent tous aller en prison. Il y a... C'est la procédure pour en arriver. Exactement. La CENI doit d'abord aussi sanctionner ses agents. Ces agents, les agents de la CENI qui ont pris les machines et le bulletin de vote remettre à ces députés doivent être arrêtés. Ils doivent leur dire qui leur a demandé de faire ça. S'ils étaient corrompus par ces députés, et les corrupteurs, et les corrompus, ils doivent tous aller en prison. S'ils ne vont pas en prison, je croirais qu'on est encore dans une république bananière ou une république des hommes forts. Il ne doit plus avoir des hommes forts ici. Monsieur Chef Kongolo, je reviens à vous. Pendant que le parquet général près la Cour de cassation est en train de s'activer pour, bien évidemment, réunir le preuve de la culpabilité de ces candidats députés nationaux et validés en vue de les traduire devant le juge naturel, mais plusieurs candidats députés nationaux ont déjà annoncé à l'opinion leur intention de saisir la Cour constitutionnelle pour attaquer la décision de la Commission électorale nationale indépendante. Qu'en dites-vous? Bien, merci beaucoup Eddy. J'ai suivi les interventions de mes amis, mes co-débatteurs. Je crois qu'un état de droit, c'est la question, la plupart des questions qu'ils ont soulevées sont liées à la nature de ce qu'on appelle un état de droit. Un état de droit, c'est la loi qui est au-dessus de tout. C'est la loi qui coordonne le comportement politique, public. C'est la loi. Si la loi n'interdit pas quelque chose, ça veut dire implicitement cette chose est admise. Les cortèges, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, est-ce que la loi interdit que quelqu'un bénéficie de ce qu'on appelle l'avantage de fonction? Le président de la République, il était démissionnaire, n'est-ce pas? Mais il est resté président de la République selon la Constitution jusqu'à ce qu'il y ait remise et reprise. Il bénéficie de ce qu'on appelle l'avantage de fonction. Partout il sera, il va arriver dans la campagne, candidat président, mais on le reçoit comme président de la République, avec les honneurs de président de la République. Ça, c'est l'avantage de fonction. Et il ne sera pas le premier à le faire. Il n'est pas le premier. De la même manière, un ministre qui est en fonction, n'est-ce pas? Il bénéficie de cet avantage de fonction. S'il est candidat, il bénéficie de cet avantage. Même un ministre, quand il vient à votre fête de mariage, vous ne le recevez pas comme vous recevez tout le monde. N'est-ce pas? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'avantage de fonction. Répondez maintenant à la question. Voyez-vous? Donc, dans tout comportement public, tant que la loi n'aura pas codifié ce comportement, ça veut dire que la loi le permet. Donc le problème n'est pas au niveau des individus. Le problème, c'est au niveau de la qualité des lois que les législateurs sont en train de prendre. Si les lois n'arrivent pas à coordonner, à codifier le comportement d'une structure donnée, n'est-ce pas? En ce moment-là, ne condamnez pas les individus. Parce que la loi ne l'interdit pas. Implicitement, la loi l'autorise. Donc je crois que la plupart de ceux qu'ils ont évoqués, il y a des bavures, mais il y a aussi des fautes, des choses qu'il faut corriger. Mais pour la plupart des cas, ce sont des bavures. Oui, c'est ça l'état de droit, mon frère. Vous ne pouvez pas me taxer de fraudeur tant que je ne me reconnais pas fraudeur. Vous savez pourquoi? Le système utilisé par Kadima, c'est lui-même qui l'a dit, je tiens à ses paroles, qu'il a mis un dispositif que même les membres de la CENI n'étaient pas au courant. D'abord, il n'y a pas de plaignant dans l'accusation de ces 82 personnes. C'est la CENI elle-même. Vous savez pourquoi? C'est que je connais. J'ai dit bien ce que je connais. Peut-être que ce n'est pas tout. C'est le serveur qui a accusé tout le monde. C'est le serveur. Il y a des machines qui ne devaient pas être en fonction, qui ont fonctionné. Automatiquement, on considère que ces machines n'étaient pas codifiées pour les élections. Ça, c'est un. Deuxièmement, les empreintes, c'était sur 10 doigts. Quand on voit une seule empreinte d'un individu qui vote 80 fois, 90 fois, 200 fois, automatiquement, il vous relève. Donc, il n'y a pas un plaignant. Le plaignant, c'est la machine, c'est la technologie. Nous aurons un procès hautement technologique. Hautement technologique. Donc, c'est à vous de dire que, écoutez,
si mon empreinte à moi peut voter pour Félix 300 fois, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? J'ai été commandité par Félix pour voter frauduleusement pour lui. C'est justement ça. Donc c'est à eux de justifier que c'est lui qui a voté pour moi 300 fois, c'est pas moi qui l'ai envoyé. Mais au moins on a trouvé des empreintes qui ont voté pour une seule personne 300 fois à la place d'une seule voix. Voyez-vous? Donc ça sera un procès hautement technologique. Nous sommes dans l'ère de la technologie et je vous dis que ce procès, ça va nous ouvrir encore d'autres horizons et surtout, ça va nous aider parce que sur la toile, les gens disent n'importe quoi, ils injurient les gens, ils parlent de la vie privée des gens et tout ça, ce sont des infractions. Oui. Mais je crois qu'à partir de ces procès, les gens comprendront que la loi qui a été promulguée par Eberhard, le ministre de quoi chargé numérique, oui, elle prendra de l'essor cette fois-là. Parce que les gens ne comprennent pas. On n'a pas accusé Ngobila, on n'a pas accusé Bouchard, mais c'est la machine qui a montré effectivement que ces gens ont triché parce que une seule empreinte qui a droit à une seule voix a voté 700 fois dans un bureau. Très bien. Roger Bondenguele, je reviens à vous. Est-ce qu'aujourd'hui, il appartient, dans ces cas de figure, à la Commission électorale nationale indépendante d'invalider les candidats députés nationaux? Vous ne voyez pas que par là, c'est usurper le rôle de la Cour constitutionnelle? Non. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, n'a pas invalidé. C'est la Cour qui invalide. La CENI n'a tout simplement fait que écarter ou disqualifier les candidats. Mais c'est ça invalider? Non, c'est pas ça invalider. Oui. C'est-à-dire qu'il les a écartés de la course ou les a disqualifiés. On invalide, soit on invalide la candidature, on voit que non, voilà, celui-ci a rempli les critères pour être candidat, on valide. On valide au niveau de la Cour. Une fois dans l'avenir, ces gens ne seront plus députés nationaux et députés provinciaux. Bon, là, ça dépend à la Cour. Mais moi, ce que j'ai regretté, c'est quoi? Oui. Quand, par exemple, on attrape un ministre du gouvernement dans les magouilles, directement, le chef du gouvernement doit réagir, doit sanctionner. Oh non, le ministre ou la ministre est prêt à président de la présidence, on la sanctionne, puisqu'on l'a trouvé la main dans les sacs. Et puis la liste là de fraudeurs, la liste est trop sélective. Comment ça? Donc, on ne peut pas être égoïste dans la tricherie. Donc vous avez le plaisir de tricher vous-même et les autres ne peuvent pas tricher. Donc si les autres sont des triches, vous les condamnez et vous laissez les autres puisqu'ils occupent un certain rang. Par exemple, les chefs de parti, le cadre du parti présidentiel, on les a cités. Mais on n'a pas vu leur nom. Mais il ne faut pas oublier que parmi les gens qu'on a invalidés, se trouvent les gros poissons, entre autres Kinké Moulumba, qui est de l'Union Sacrée. Je ne sais pas en quoi Kinké Moulumba est une grosse légume, je ne sais pas. On a cité, il y a des preuves de vidéos. Moi, j'ai sélectionné plus de 1000 vidéos dans mon ordinateur. Donc, l'élection ici était catastrophique. On a vu, moi je parlais même de Carole Aguito, qu'il a raflé, son parti a raflé tous les sièges communaux à Bouta. Tous les sièges communaux. Et c'est normal, ça, un seul parti politique doit avoir tous les sièges. On a cité Wameso, qui est le DIRCAB adjoint, le DIRCAB du chef de l'État au Congo central. Son nom est sur la liste des tricheurs. Mais pourquoi il n'est pas cité pourquoi il n'est pas sanctionné? Mais la CENI a promis. Mais qu'est-ce que la CENI attend? Qu'est-ce qu'elle attend pour le faire directement? Puisque vous avez parlé de la procès contre la machine. C'est la machine, c'est la technologie. Et la technologie facilite tout. Vous avez déjà des éléments que notre tel a triché. Mais pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Donc, et je voudrais ajouter et dire quelque chose sur le comportement de Godin Poyi, par exemple. C'est pas éthique pour un homme de Dieu d'utiliser la chair. D'utiliser la chair, de danser des règlements des comptes. Parce qu'il se réjouit du malheur de l'autre. Je ne sais pas, il prie quel Dieu, il utilise quelle Bible, quel livre sacré que ce pasteur utilise. Au lieu de sanctionner le gouverneur qui brandit des menaces
au public et dit que non, bah, il est pour la Maramwa Yumbi. À répéter Yumbi, mais lui qui est censé les sanctionner, il est là en train de danser, tout ça, tout. Il doit convoquer une session extraordinaire au niveau de l'Assemblée provinciale pour destituer ces brigands, ces gouverneurs qui menacent les gens au vu et au su de tout le monde, qui menacent les gens urbi et orbi. Ce n'est pas sérieux pour un pays qui se veut démocratique, qui se veut un état de droit. Un gouverneur se lève et il menace les gens. Je l'ai dit tantôt ici. Mais il a reçu l'autorisation de qui? Il a eu l'autorisation de qui? Chaque fois, je vois les ministres de l'Intérieur suspendre des assemblées provinciales. Mais pourquoi il n'a pas suspendu le gouvernement provincial? Il y a eu des ministres provinciaux, Moutamountou Charles. Il a été sanctionné par la CENI, mais au lieu de le sanctionner au niveau du gouvernement provincial, on attend. C'est Godin pour je ne sais pas s'il connaît au moins son job description. Il connaît son rôle, lui. Mais le mandat est presque à la fin. Peut-être ils expédient les affaires courantes. Mais ils expédient. Non, il est là, il est président de l'Assemblée nationale. Il doit convoquer l'Assemblée provinciale. J'ai fait allusion au ministre dont vous avez cité. Les ministres des provinciales. Oui, oui. Non, on doit l'écarter. Puisque on l'a attrapé la main dans les sacs. Très bien. Donc, il mérite la sanction directe. Votre réaction pour boucler ces chapitres? D'accord. En fait, je voudrais, avant d'aborder ça, répondre à mon grand frère Congolo par rapport à ce qu'il vient de déclarer sur un état de droit. C'est un état où la loi prime sur tout le monde. Ça, c'est clair. Et il a aussi parlé des avantages d'une fonction. Quand nous avons soulevé le problème de voir une autorité avec un groupe de soldats et de policiers, moi j'ai dit, dans un pays qui est en pleine guerre, c'est anormal. À l'Est, on a besoin des militaires. Je ne peux pas comprendre que plus de 15-20 personnes puissent être derrière un individu quand on a besoin d'eux à l'Est. Et je veux dire ceci. La loi prévoit dans chaque fonction qu'il y ait certains avantages. Je suis tout à fait d'accord. Ce sont des avantages de la fonction. Mais ça ne doit pas être exagéré. Et la loi doit être équitable. La justice doit être équitable. La protection doit être équitable. Si ce n'est pas équitable, ce n'est plus une loi. Saint Augustin l'a dit. À une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Et devant une loi injuste, nous devons résister. Donc je ne peux pas comprendre qu'on puisse avoir plus de 20 personnes, comme j'ai appris même des gens qui sont revenus de bout à là-bas, que la sénatrice Carole Aguito, avec plus de 15 militaires, des policiers, là, mais non, comment ça? Alors qu'à l'Est, on a besoin de militaires pour sécuriser les territoires, pour sécuriser la frontière. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, l'a démontré lors de la présentation de son mémoire à l'université pour l'obtention de DEA. Maintenant, il est doctorant à l'université de Kinshasa, à la faculté de sciences politiques. Oui. Là, il parlait en qualité de scientifique. Il a démontré que notre armée, nos territoires sont fluides parce qu'il n'y a pas beaucoup de militaires. Mais quand un pays comme ça, où on veut sécuriser l'Est du pays, au lieu d'envoyer des militaires aller sécuriser l'Est là-bas, 20 personnes en train de suivre une autorité, là c'est aberrant, il y a un problème. Et puis de deux, je vais vous dire ceci. Chiter. Moi, je suis en train de parler, pourquoi vous me faites citer tout de suite, je viens de prendre la parole. Attendez. Pendant la Deuxième République, général dans l'armée, je prends l'exemple de personnel, mon propre oncle, le général Somao, il n'avait qu'un garde-corps et un policier. Général, commandant de division blindée de Banzangougou, il n'avait qu'un garde-corps qui s'appelait Tarzan. Très costaud. Plus chauffeur. Et il est armé. Ça, c'est fini. Nous avons vu pendant la Deuxième République, le Premier ministre s'est déplacé avec 8 garde-corps. Peugeot blanc devant, sa Mercedes, une autre voiture Peugeot derrière. Donc 4 et 4, maximum 8. Mais dites-moi aujourd'hui, vous voyez 5, 15, 10, plus de... Quand déjà la sécurité individuelle d'une autorité dépasse 4 personnes dans un pays en guerre, oui. Là il y a un problème. Très bien. Donc maintenant,
je veux citer maintenant Oui. en disant par rapport au sujet sur. C'était sur quoi là? Le deuxième sujet que Ouais, ouais, les deux, c'est à moi d'annoncer, c'est pas ouais, à vous. vous avez déjà annoncé. Ouais, Vous m'avez donné la parole pour parler non, de non, quoi? je vous ai donné la parole pour parler du premier sujet. Ok, donc si c'est en rapport avec le premier sujet, Ouais. je pense que c'est. Très bien. Mais maintenant, c'est- abordons maintenant une autre question hein, d'actualité, notamment toujours par rapport à ce qui se passe dans les processus électoraux, notamment dans les bases Ouélé à Bouta. D'emblée, nous sommes tombés dans un communiqué signé Carole Aguito qui menace d'assigner à justice Éric Makangou pour diffamation pour elle ou soit pour la cellule de communication du parti politique Agir pour les Congo, AJPC en sigle, a appris avec indignation à travers un article de presse publié le vendredi à Kinshasa les déclarations irresponsables du nommé Éric Makangou, candidat aux législatives nationales à Bouta territoire et aux provinces à Bouta ville, qui fabrique des accusations dénuées de tout fondement contre la présidente de la JPC. Bon, en fait, vous, comment vous analysez cette problématique d'abord? Vous savez, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Oui. Je pense qu'Éric Makangou n'a pas accusé d'autres candidats ou d'autres. C'est Éric qui est accusé. Non, j'ai dit d'abord, Oui. Éric est accusé Il a parce fait une qu'il déclaration, avait il est monté fait une au déclaration. créneau pour dénoncer Voilà, en fait il est monté au créneau la pour corruption dénoncer la corruption à Bouta ville, à Bouta territoire, dans les bases de la Ouélé. part de la sénatrice Carole Aguito, Oui. parce qu'il a des éléments. Moi, je connais très bien Éric Makangou, très très bien. Donc, c'est une personne respectable. Donc, s'il arrive à le déclarer, je pense qu'il a des preuves. Je pense qu'il a des, il y a des faits avérés qui le poussent à arriver à cela. Maintenant, quant à le traduire en justice pour Diffamation. pour diffamation, je ne sais pas, aujourd'hui, même un voleur qui est pris la main dans les sacs, il parle de diffamation. Nous sommes à Kinshasa, avec la communication, avec l'Internet, avec tout, nous sommes au courant de ce qui se passe partout. À Bouta, c'était scandaleux avec Carole Aguito, je suis désolé. C'est scandaleux. Et je pense que, comme l'exige la loi, tout le monde, quand il se sent lésé, il peut saisir les instances judiciaires. Je pense que les juges, si on doit procéder à juger à un procès, je pense qu'on pourra avoir... Mais quand on l'a signé pour s'atteler à ces dossiers de Carole Aguito dont vous faites allusion, qui s'était scandaleux en fait. Que moi je dis, moi je suis contre une justice à double vitesse. Je suis contre la politique de 2 poids 2 mesures. Je suis contre celui-ci parce qu'il a les soutiens de celui-là, on ne peut pas les toucher. Moi je pense que les Congolais aujourd'hui, je vois pendant la campagne électorale comment le président Félix Tshisekedi dit, je ne peux pas utiliser le terme qui est demandé, mais pleurer même, avoir les voix des Congolais pour continuer à diriger. C'est-à-dire, à ce moment-là, les peuples étaient devenus importants. Même quelqu'un qu'on trouve inutile dans la société, sa voix était importante. Je pense qu'on doit tenir compte de tout cela. Oui. Aujourd'hui, tout le monde attend un changement. Dans les social des Congolais, dans la gestion de la chose publique, on attend un changement. Il faut que nous arrivions à jouir pleinement des richesses de notre pays. Pour cela, nous avons besoin d'un parlement, nous avons besoin d'un parlement des hommes intègres. Il faut que l'intégrité prime dans les chefs des personnes qui veulent siéger au Parlement. Sinon, si on doit encore avoir au Parlement des députés qui doivent monnayer les motions, des députés qui doivent se lancer dans la magouille, ça sera une perte. Et je peux dire aujourd'hui, ça je m'adresse au président Félix Tshisekedi, il n'a que... Les 5 ans n'est pas beaucoup. Hein. On va encore se réveiller un matin. 2028. Donc, c'est maintenant là de s'assurer des personnes qui doivent accompagner la vision du chef de l'État, d'apporter le bien-être aux Congolais. Donc, si nous avons au Parlement des personnes immorales, des fraudeurs, des tricheurs, ça c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est pourquoi maintenant là, si la CENI estime qu'il doit continuer avec les enquêtes et tout là, oui. Pour moi, peut-être ils sont allés vite dans les zones, ils devaient attendre jusqu'à la fin de l'enquête, publier une liste définitive pour tout le monde. Et maintenant, ce que nous voulons, il faut que ces dossiers puissent être tirés au clair.
toutes ces revendications et tout là. S'il faut même un procès, qu'on voie des procès. Très bien. Roger Bonneguele, je reviens à vous. La Commission électorale nationale indépendante Ville de Bouta a reçu, en fait, les candidatures de plus ou moins 42 regroupements et partis politiques. Mais l'étonnement est que... Oui, en fait, les sièges communaux, ainsi de suite. Mais l'étonnement est que celle, la JPC de Karel Aguito, qui a gagné les 27 sièges des communales, au détriment du mouvement de libération du Congo, qui est mieux implanté là-bas, à Bouta, dans les Bazouélé, la REP et l'Union pour la démocratie et le progrès social. Qu'en dites-vous? Oui, mais qui ne connaît pas Karel Aguito ici à Kinshasa? Qui ne connaît pas Karel Aguito à la SONAS? Qui ne la connaît pas au Sénat à la Questure? Elle a connu beaucoup de bavures dans son parcours, dans ces endroits où j'ai cité. C'était tout à fait concluant qu'on vive les désastres à Bouta. Et les gens se demandent, elle n'est pas d'ici, qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Elle a placé un labo dans tous les bureaux le jour du vote. Et le labo l'a donné à chaque électeur 20 000 francs. Vous avez 20 000 francs à Bouta, c'est beaucoup d'argent, c'est pas si à Kinshasa. Il y a eu des gens qui ont eu du mal pour donner 20 000 francs aux électeurs, mais elle, avec l'argent qu'elle a amassé frauduleusement au Sénat, à la Questure, elle est allée distribuer ça en fermant les yeux aux électeurs. 20 000. J'ai des preuves. Je suis journaliste et j'ai collecté des informations. Pourquoi? Je me demandais chaque fois, mais pourquoi Karel Aguito ne se figurait pas sur la liste des disqualifiés? C'est ça le comble. Et il y a un général là, le commandant de la région militaire, Henri Capend, qui a ordonné aux policiers d'une nouvelle unité qu'il a créée là, de voter pour Karel Aguito. Les policiers même ont participé au vote de Karel Aguito après la corruption du commandant de la région. Guilain Mopanga, policier de son état, a postulé pour le compte de ces partis-là. Un policier, oui, un policier qui n'a pas démissionné, mais qui a postulé au sein du parti de Karel Aguito dénommé AJPC. Donc c'est gravissime. Donc on doit traiter ces cas, on doit faire rapidement possible pour que Karel Aguito et les siens puissent figurer sur la liste en question. Il y a aussi le problème d'une dame qui a pris, cette dame, disons, qui a pris en otage toute une province du Bazouélé, Karel Aguito. La police, l'ANR, les FRDC, tous ces services de l'État travaillent à son apparemment, vous êtes informé, hein? Moi, je suis très informé et j'ai des preuves. Si elle veut me traduire en justice comme elle en a l'habitude, je suis prêt à répondre de mes accusations. Et quand tout le monde, on a dénoncé les fraudes ici, c'est pas un problème d'aller accuser. Tous nous avons dénoncé les fraudes, on continue à dénoncer. Jusqu'aujourd'hui, il y a des images qui ont été cachées, qui se dévoilent aujourd'hui. Allez voir à Boulou aussi le cas de Eberand qui a aussi on l'a saisi de la main dans les sacs. Il y a aussi madame qui était ministre à l'époque du genre et famille, la dame là qui est députée là, comment elle s'appelle encore? Lukiana, Ange Lukiana aussi, elle est citée mais elle ne se figure pas sur la liste. Donc il y a des cas comme ça, tout ça. Donc, Karel Aguito, c'est un problème. C'est un problème. Elle était auteur même de violences électorales perpétrées par la milice, par sa milice. Et on a violenté les gens. Il y a eu même mort d'homme à Bouta, toujours à cause de cette dame. Donc, je vais citer Eddy en parlant un peu des cas de Rutshuru. Rutshuru, Kouamout, Masisi, Nirago, il n'y a pas eu élection dans certains endroits pour raison d'insécurité. Maintenant, les députés de cette législature finissante veulent rester en pouvoir jusqu'à ce qu'il y aura élection. Moi, je pense que leur démarche est cohérente. Donc, ils doivent être là en attendant l'installation d'autres députés issus de ces territoires-là. Je pense que je ne suis pas en contradiction avec moi-même, ni avec la loi, ni avec la logique. Très bien. Monsieur
Joseph Kongolo, on termine cette émission avec vous, toujours avec ces chapitres de l'AJPC, où on a vu également le secrétaire général de cette formation politique, cher à Carole Aguito, et l'un de ses hauts cadres ont été invalidés, notamment dans les circonscriptions électorales de Bumba, pour détention illégale des devs. Est-ce que leur autorité morale qui finance toutes ces histoires ne peut pas en manquer? D'abord, vous avez fait des déclarations très graves. Je considère toujours que le micro, c'est parfois aussi du poison. Oui. Mais aussi la prison. Je ne dis pas que mon collègue, mon ami ici, sera arrêté, mais ce sont des déclarations très 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 graves. Quand il dit que ce sont des policiers qui ont postulé, ils ont voté alors que la loi interdit, n'est-ce pas, aux hommes de l'armée de la police. Les faits sont là, il y a un gars, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Un policier ce sont des qui a déclarations postulé. très très graves. Oui. Et vous le faites devant le micro, ça veut dire le monde entier est au courant de ça. Et il faudra documenter ça suffisamment, n'est-ce pas? Sinon, nous risquons encore de changer de discours sur les micros pour parler de notre ami et ainsi de suite. D'abord, si cela est vrai, c'est que ce sont des bavures graves, n'est-ce pas, qu'il faut corriger, d'abord sanctionner et ensuite corriger pour les processus électoraux futurs. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous savez, quand vous parlez de Carole Aguito, c'est aussi une erreur, personnellement, je considère. J'aurais bien voulu de ne pas citer son nom et de citer les faits. Je crois qu'il se retrouverait dans les mots, n'est-ce pas? Il se retrouverait dans le mot. Parce que sur le plan de droit, ce que vous dites, il suffit tout simplement que se soit glissé une petite erreur dans la parole pour que ça pèse lourdement sur vous devant la justice. Ça, c'est un problème. Bon, ce qu'il faut dire en définitive, c'est que notre processus électoral n'est pas un processus parfait. Il y a non seulement des bavures, mais des fautes et des erreurs graves qui se répètent à chaque processus et qui n'arrivent pas à trouver des corrections qui conviennent. Voyez-vous? Et nous pensons aujourd'hui que les députés qui vont aller au Parlement, oui, quel est leur travail? Légiférer. C'est ça ce qu'on appelle une réforme. Une réforme, c'est changer une loi qui est tombée en désuétude, c'est qui ne répond plus à des réalités actuelles. La réformer. C'est changer une loi qui n'est plus actuelle, créer une autre loi. C'est renforcer des lois qui sont faibles, comme on vient de le dénoncer tout à l'heure. Il faut renforcer cette loi électorale. Il faut renforcer d'autres lois pour que ces genres d'erreurs ne reviennent pas. Donc, comme ils l'ont dit, je suis tout à fait d'accord, si ce sont des gens, des hommes immoraux, n'est-ce pas, qui vont aller au Parlement, eh bien, nous n'avons pas la chance d'avoir des lois qui soient plus justes et qui soient efficaces pour corriger les erreurs, pour corriger les maux qui rongent la société demain. Voilà pourquoi je félicite la CENI de continuer et d'aller jusqu'au bout du processus. La CENI et la justice, parce que la CENI n'a pas le droit de juger, elle a constaté, n'est-ce pas? Elle va transmettre les dossiers au niveau de la justice, et c'est la justice qui va les juger et qui va prendre une décision définitive. Très bien. Donc, ce que nous voulons, c'est que le processus aille plus loin et que tout ce qu'on a entamé arrive jusqu'au bout, qu'il y ait des condamnations claires. Mais attention, il y en aura aussi qui vont gagner le procès parmi les 82. Il y en aura aussi qui peuvent, j'ai dit qui vont, mais qui peuvent aussi gagner les procès. C'est-à-dire, on les a dénoncés, alors qu'en réalité... Est-ce qu'ils ont le droit de saisir encore la justice? Absolument, absolument, c'est ça l'état de droit. Quand vous avez cité quelqu'un publiquement, devant le micro, n'est-ce pas, comme étant un fraudeur, comme il a dit tout à l'heure Aguito, c'est Carole Aguito. Donc, librement, Carole peut aller devant la justice pour ester en justice notre frère, n'est-ce pas, de tout ce qu'il a collé à sa peau. Ça, c'est tout à fait logique et normal, c'est ça l'état de droit, n'est-ce pas? Bon, je ne pense pas que le statut de journaliste va le sauver non plus. Il devra d'abord y aller et justifier, n'est-ce pas? Comme il dit qu'il détient des preuves, c'est à ce moment-là qu'il faut exhiber les preuves et qu'après l'exhibition des preuves, on pourra peut-être condamner l'un ou l'autre. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin. Mais je voudrais terminer. On est presque, parce que oui, on a déjà, une seconde. On a fait déjà. C'est une seconde. C'est 2024, Eddy. C'est 2024. Donc, soyez un peu là. Prochainement, vous aurez le temps de parler. Nous sommes arrivés à la fin. C'est bon. De cette émission Kiosque. Merci de la